Bienvenue sur le feedback, un épisode spécial parce qu'aujourd'hui on va parler DSCG et on va essayer d'expliquer pourquoi on choisit le DSCG et pas le Master CCA. On va expliquer pourquoi on choisit petit cabinet, grand cabinet, moyen cabinet, pourquoi on choisit audit ou expertise. Et donc pour ça, j'ai 4 invités avec moi qui donc ont tous un parcours donc en DSCG avec des choix différents. Et je vous remercie tous d'être présents avec moi pour donc partager vos choix, vos expériences, vos regrets peut-être, j'en sais rien, vos succès, vos échecs. Voilà, la parole est libre. L'idée est donc de partager avec le maximum de personnes donc les raisons de vos choix et donc donner les meilleurs conseils pour tout candidat, donc tout étudiant en DCG ou même qui réfléchit à rentrer dans la filière. Merci beaucoup. Et je vous propose de commencer par une petite présentation de chacun. On va commencer par toi, Erdem. Et puis, on fait le tour de la table et ensuite, on enchaînera sur des questions. Ça marche. Merci beaucoup. Moi, c'est Erdem. Du coup, j'ai fait mon DCG en initial pendant 3 ans au lycée Turgot, dans le 3e arrondissement. Et j'ai directement enchaîné avec une alternance en DSCG à EY, donc pendant 1 an et demi. Et du coup, là, récemment, je suis parti pour commencer les stages DEC en CDI, du coup, dans une autre entreprise. Ok, bonjour, moi c'est Laure. Du coup, moi j'ai fait un DCG donc en initial au PRE. J'ai ensuite fait donc un DSCG, là je suis à l'INE, je suis en 2e année et je suis dans un petit cabinet à Marne-la-Vallée dans le 77. Moi c'est Igor, comme Erdem, j'ai fait mon DCG en initial en 3 ans au lycée Turgot. Ensuite j'ai intégré l'INES pour 2 années d'alternance en DCG dans un petit cabinet. On est 50 au total et je suis dans une équipe d'audit de 10 personnes. Alors bonjour, moi c'est Ayrton. Alors j'ai pas fait le DCG en initial, j'ai commencé d'abord par un BTS, c'était au lycée Samuel de Champlain, pardon. Et ensuite j'ai enchaîné directement avec 2 ans en DCG, avec vous du coup madame, et c'était à Paul Doumer, au lycée Paul Doumer du coup, au PRE. Et là actuellement du coup j'ai enchaîné sur un DSCG que je fais en alternance du coup à l'ENES, à EY, en expertise du coup. Et je suis encore alternant du coup chez EY actuellement. Ok, donc on a un beau panorama, en tout cas un beau panel, avec du big, du tout petit, parce que toi, ton cabinet, il est tout petit. Oui, on doit être une 20aine de personnes. Voilà, Pas tout petit, il y a plus petit que ça. Donc une 20aine de personnes, toi 50, donc c'est un peu plus grand. Mais ça va pouvoir on va pouvoir montrer ainsi un peu la diversité. Toi, tu es en expertise, toi, tu es en audit, expertise. Et puis, en fait, Erdem, toi, en fait, tu es un peu tout. Oui, au final, en ce moment... là, mon cabinet, il est plus petit. C'est environ 50 personnes. On est 20 en audit. Donc, c'est un moyen petit. Mais oui, j'ai touché un peu big, moyen. Donc là, j'ai plus d'expérience à ce niveau-là. Ok, super. En tout cas, encore une fois, merci. Et c'est parti avec une première question. En fait, déjà, j'aimerais comprendre pourquoi, quand vous êtes arrivé à la fin du DCG, donc à votre 3e année, vous avez été en DSCG et pourquoi vous n'avez pas été en Master CCA. Je propose qu'on commence par toi, parce que toi, tu as le parcours, Ayrton, le plus atypique des 3, puisque tu as fait un choix vraiment très différent. Et j'aimerais que tu nous expliques comment tu es arrivé au DSCG et pourquoi pas le Master CCA. Alors moi, du coup, comme j'ai dit, j'avais commencé par un BTS, puis ensuite un DCG. Et moi, la particularité, c'est que le DCG, je l'avais raté. Je m'étais loupé sur une épreuve qui était à l'époque, c'était le contrôle de gestion, du coup. En tout cas, je m'étais pas loupé, mais c'était la matière où j'avais eu la moins bonne note. Et ensuite, du coup, je n'ai pas poursuivi les cours, j'ai pas passé les épreuves en candidat libre juste après. Je me suis mis en salariat, du coup. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une enseigne Ikea. Okay. Et je travaillais au SAV. Et en fait, c'était très sympa, ça m'a appris pas mal de choses, mais le DCG, quand même, est resté dans mon esprit comme une tâche inachevée. Alors, du coup, j'ai repassé les épreuves en candidat libre. Et étant donné que je considère quand même que j'ai 2 ans de retard par rapport à d'autres gens qui ont enchaîné directement, pour moi, le DSCG, c'était une évidence. Parce que après, si je faisais un master CCA, j'avais encore 2 épreuves à faire. Compta, du coup, les équivalences, du coup, compta et droit. Non, c'est pas droit. Si, c'est ça. Ouais, pardon. C'est ça. Et moi, je voulais tout faire d'un coup. Du coup, DSCG obligé, quoi, pour moi. Ça se comprend, effectivement, l'idée de cette espèce de... Déjà, en plus, tu avais dû ressentir ça avec le BTS en te disant, ouais, j'ai 1 an, j'ai perdu peut-être 1 an en passant par le BTS. Pour le coup, j'étais plutôt content parce que le BTS me faisait passer quelques équivalences du DCG. Et du coup, par exemple, en 2e année, j'avais pas l'économie à passer. On en a parlé juste avant, du coup, le rapport de stage aussi, j'avais pas à le faire. Donc, mon DCG était compliqué. Honnêtement, c'était dur. Mais j'avais pas l'économie déjà. Donc, c'était quand même mieux. Je regrette pas le BTS. Je considérais pas que j'avais perdu 1 an, quoi. Ok. Toi, Igor, pourquoi t'as pas pris le Master CCA ? Effectivement, un choix assez difficile qui arrive en 3e année de DCG.
On a le choix entre Master CCA, École de commerce ou le DSCG. Mais j'avais déjà une idée en tête d'aller vers le DEC. Et je me suis dit que ça ne sert à rien de sortir de la filière pour passer en Master CCA, puis re-rentrer en passant les 2 yeux du DSCG pour faire le DEC. Je me suis dit, c'est plus simple d'aller directement vers le but et passer par la filière classique. Ok, donc toi, ton objectif, c'est le DEC. Effectivement. Et c'est devenir expert comptable Et commissaire aux comptes. et commissaire aux comptes. Ok, d'accord, ça marche très bien. Envie d'ouvrir ton cab? Je ne sais pas encore. Peut-être Ok. m'associer dans un autre cabinet ou ouvrir un cabinet. Tout est possible. Ok, très bien. Laure, et toi? Moi, c'était un peu pareil. C'était pour la suite logique, le DCG, puis après le DS, et puis le DEC. Donc, c'était vraiment une suite logique dans mon parcours. Bon, même si maintenant, j'avoue, le DEC, pour le moment, c'est plus ce que je pense faire. Du moins, je pense pas aller jusqu'au bout. On verra après quand je finirai mon DS, en fait. Ok. Voilà. Toi, tu trouves là que le DS, c'est compliqué? Ou pas? Ou c'est que tu as envie d'avoir du temps? Actuellement, oui. Parce que donc, je suis avec le planning, le programme de tout ça. Je suis 3 mois complets en cabinet et en fait, je passe mon temps au cabinet et j'adore ça. Du coup, reprendre l'école, j'avoue que j'ai pas envie. Ok. Ça va être dur la reprise. D'accord. En fait, toi, tu kiffes. En fait, tu viens de découvrir le monde professionnel Ouais, et t'aimes j'adore ça. Ah ouais. Génial. Ouais. Erdem, à toi. Moi, en vrai, je savais pas du tout ce que j'allais faire après le DCG. En DCG 3, je me posais trop de questions. Je me suis dit peut-être école de commerce, peut-être Master CCA, peut-être DSCG. Du coup, j'ai postulé à tout, honnêtement. J'ai vu que pour le DSCG, il y avait une alternance, du coup. Et je me suis dit, EY, c'est quand même un nom, c'est quand même super stylé. Du coup, j'ai privilégié du coup l'expérience pro. Et donc, vu que ça allait de pair, c'était DSCG, EY, du coup, je suis parti en DSCG. Ok. Donc, en fait, vous avez quand même... vous n'avez pas les mêmes raisons. Vous êtes tous en DSCG, mais en fait, aucun pour tout à fait les mêmes raisons. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est assez rigolo, ce qui montre qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de raisons de choisir le DSCG plutôt que le Master CCA. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un regret? Est-ce que vous vous dites, j'aurais dû passer par le Master CCA a posteriori? Qui se lance? Moi, je pense que non. Enfin, en tout cas, de mon expérience à moi, par exemple, le DSCG, j'ai fait du coup des révisions intensives de juillet à septembre pour passer 5 UE d'un coup, ce que j'aurais pas pu faire en Master CCA. Et du coup, au final, vu que j'ai réussi à tout valider et que j'ai commencé mon stage DEC, au final, je pense que j'ai aucun regret. Et l'expérience aussi avec EY. En 1 an et demi, j'ai appris énormément et je pense que ça m'a permis d'ouvrir énormément de portes, là où je suis actuellement aussi. Donc non, je pense pas. Je pense que j'ai fait le bon choix, honnêtement. Et toi, Laure? Non, mais écoutez, j'y ai même pas pensé en fait. Mon parcours, c'est toujours... je vais devant et je regarde pas en arrière. Il n'y a pas de regret à avoir normalement quand on choisit ce qu'on pense être le mieux pour nous. Ok. Toi, Igor? Je rejoins mes 2 camarades. Zéro Aucun regret. Oui. Écoutez, tout pareil. Tout pareil. Donc, en fait, non, parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent, ouais, le DSCG, il vaut mieux faire un Master CCA, c'est plus intéressant, etc. Alors, en fait, vous êtes là 4, un petit peu, il y a pas de, je vous ai pas, on s'est rencontrés, voilà, parce que vous avez été mes étudiants ou pas, d'ailleurs. Et du coup, vous avez choisi le DSCG sans hésiter, en fait, et vous ne regrettez pas. Donc, en fait, c'est un choix qu'on ne regrette pas. Non, Non, je pense pas. je pense pas non plus. Parfait. Parfait. Parce qu'au final, c'est à peu près les mêmes formations, Master CCA, DSCG. Tous, je pense, tous peut amener vers le DEC au final. Donc je pense que c'est plus aussi les objectifs personnels, comment on se projette dans l'avenir, est-ce qu'on se voit vers le DEC, est-ce qu'on se voit vers autre chose. Et non, je pense pas qu'il y ait de regret à avoir. Cool. C'est cool, ça me rassure. Et surtout, j'espère que ça va rassurer les personnes qui sont en train de se poser des questions sur qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois encore hésiter entre Master CCA et DSCG. Maintenant, vous êtes tous en alternance, ok? Et vous n'avez pas la même alternance. Donc, j'aimerais déjà qu'on parle des choix, donc des choix d'alternance. Pourquoi le cabinet? Pourquoi un moyen ou un petit? Pourquoi un big? Parce que du coup, c'est pas les mêmes choses. Donc, j'aimerais que vous expliquiez vos choix. Et ensuite, que vous puissiez nous expliquer aussi ce que vous faites en cabinet, voir s'il y a en fait un intérêt plus particulier à aller dans un petit, un moyen ou un grand. Est-ce que, Igor, tu veux commencer par nous parler oui. de ton alternance? Pourquoi j'ai choisi BWIS et pourquoi j'ai choisi une alternance? Une alternance, c'est déjà, ça permet de voir le monde réel. On apprend plein de choses, des choses qu'on ne peut pas voir en cours. Tout ce qui est contact du client, parce que l'audit, c'est très humain.
Et on ne peut pas voir ça à l'école. Et pourquoi BWiz? En réalité, c'est parce que j'avais gagné une bourse de la CRCC de Paris, Make It Easy. Et mon parrain, du coup, m'a orienté vers son cabinet, logiquement. Donc, je suis allé chez lui. Et j'ai pas choisi l'IBIC parce que j'avais le choix, mais je pouvais aller, KPMG, etc. L'INES a un partenariat. Parce que je pense qu'ils font trop d'heures. En réalité, ça me convient pas du tout. Ils travaillent énormément et je trouve que c'est pas assez valorisé. Donc, moi, j'ai préféré rester, faire le même métier dans un cadre un peu plus léger. Donc, on fait moins d'heures, mais avec la même rigueur et la même qualité des travaux. Mais voilà. En tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est que toi, tu as réussi à avoir la bourse Make It Easy. Mhm. Donc, ça, c'est carrément cool. C'était en 2e année de DCG que tu l'as eu, c'est ça? OK. Oui. Donc, ça, c'est aussi quelque chose, c'est vraiment top que tu en parles parce que je n'y aurais pas pensé. Et c'est vraiment super. Et donc, du coup, ce qui est bien, peut-être que tout le monde ne connaît pas Make It Easy. Est-ce que tu peux parler, du coup, de ce que c'est que Make It Easy et de l'intérêt d'avoir cette bourse, donc, là? En fait, c'est un dispositif lancé par la CRC de Paris, de Versailles et l'Ordre des experts comptables de Paris, ainsi que je crois que l'Ordre national aussi y participe. Donc, ça permet de pousser les élèves à rester dans la filière, donc à les accompagner, et ça se matérialise par, il me semble, 3 000 euros. Donc, c'est 3 000 euros qui sont versés en 3 fois pour aider, par exemple, les étudiants qui n'auront pas forcément les moyens de continuer, etc., de rester. Et il y a aussi un parrain qui est désigné. Et le parrain qui est là pendant la 2e et 3e année de DCG pour répondre aux questions, accompagner son filleul dans ses études. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment une grosse plus-value. Bon, 3 000 euros, bien sûr, c'est cool. Enfin, j'imagine que c'est cool. Oui. Mais je trouve que d'avoir un parrain professionnel pendant 2 ans, je trouve que c'est vraiment une vraie plus-value. Effectivement. Je pense que ça vaut beaucoup plus que les 3 000 euros. Ouais, comme ça, c'est ce que je me dis aussi. Hier, j'ai vu un post de quelqu'un sur LinkedIn qui est justement un parrain. Et donc, il parlait de ses échanges avec du coup, son filleul, comme tu disais. Et je me disais, c'est carrément cool. J'aimerais bien qu'un de mes étudiants ait cette bourse l'année prochaine et rencontrer justement ce parrain et pouvoir échanger. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et je trouve que c'est vraiment un dispositif vraiment au top. Oui. Vraiment excellent. Et pour le coup, en 2e année, j'hésitais beaucoup et je voulais aller ailleurs. En fait, je me disais que c'est peut-être pas pour moi, c'est pas fait pour moi. Je voulais aller voir autre chose. Et j'en ai parlé avec mon parrain qui m'a dit, mais en fait, c'est juste que tu es dans un cabinet qui ne te convient pas, peut-être que l'expertise ne te convient pas, et viens chez moi en audit, tu vas voir, tu vas tester, ça va être sympa. Et effectivement, je l'ai écouté, je suis allé en audit, j'ai jamais regretté, j'adore ça. Donc c'est une jolie promesse, et une belle promesse qu'il t'a faite en tout cas. Effectivement. C'est beau. Et puis c'est grâce à lui que je suis resté dans le métier, donc c'est vraiment un dispositif qui marche et je pense que c'est vraiment sympa. Et ce qui est cool dans ce que tu dis, c'est que tu montres qu'en fait les rencontres, parce que Make It Easy, en fait, c'est une rencontre avec un expert comptable, auditeur, un commissaire aux comptes, qui en fait, à un moment donné dans ta vie, tu as un doute, ce qui est logique quand on est étudiant, enfin même quand on est après étudiant, mais tu as un doute et qui est légitime, parce que c'est vrai que parfois, on se dit, vas-y, je fais de la compta pro, ça me plaît ou ça me plaît pas, ou je fais le droit des sociétés, vas-y, il y en a marre. Et on peut se poser la question, mais est-ce que c'est ça vraiment que je veux faire? Parce que l'école, ça donne pas forcément une vraie représentation du métier. Et là, en fait, en le rencontrant, en pouvant échanger avec lui, eh bien, il t'a redonné confiance, il t'a redonné envie, il t'a motivé et il t'a ouvert une porte que tu as su franchir et du coup rester dans la filière. Effectivement. Et ça montre que Make It Easy, du coup, ça marche, carrément. Tu es resté dans la filière. Exactement. Bravo, c'est top. Vraiment excellent, j'adore. Et donc, dans ce cabinet, donc, tu fais de l'audit. Et donc, tu ne fais pas de l'expertise. Oui. OK. Et en fait, en stage, quand tu étais en DCG, tu avais fait de l'expertise. C'était un stage d'expertise que tu avais fait. Exactement. Et ça t'avait plus bof, quoi. Oui, j'étais dans un cabinet très petit. J'ai trouvé que les gens étaient moins motivés et que les missions étaient moins intéressantes. Effectivement, je pense que les missions de l'expert comptable en lui-même sont très intéressantes. Les missions des collaborateurs ne me convenaient pas personnellement à moi. Je trouvais que ce n'était pas assez stimulant pour moi. Voilà. Mais en audit, c'est tout à fait l'inverse. Mais je pense qu'en réalité, qu'il y a 2 types de personnes, 2 types de mentalités. Il y en a une qui convient plus à l'audit et l'autre à l'expertise. On reviendra donc juste après. OK. Et toi, Laure,
du coup, sur cette question de ce rythme, donc de cette alternance. Toi, ça a été une découverte, l'alternance, en fait. Oui, c'était une découverte parce que du coup, DCG à l'initial, DSCG en alternance, déjà, on a du mal à trouver un initial, mais je voulais vraiment me rendre compte du métier, en fait. Je voulais savoir ce que c'était de travailler dans l'expertise parce que oui, à l'école, oui, on voit un peu le métier, mais c'est différent, en fait. On se rend vraiment compte de ce qu'on nous demande, la charge de travail. Et pour moi, ça a été une révélation. Genre, vraiment, j'ai vu que c'était ce que je voulais faire plus tard. Ça m'a vraiment aidé l'alternance. Oui. Voilà. Et donc, quel est ton rythme, toi, d'alternance, là? Alors moi, c'est 2 jours à l'école, 3 en entreprise, sauf pendant la période fiscale où on est 3 mois complets dans le cabinet en fait. Et avec l'INES, on a la possibilité de choisir janvier, février, mars, ou alors février, mars, avril. Et du coup, moi, encore maintenant, je suis complètement en cabinet et je reprends les cours le 5. Ok. Voilà. Est-ce que c'est facile de jongler entre cette alternance et du coup son parcours scolaire, enfin la formation? Parce que du coup, normalement, on suit ça pour devenir diplômé. Et est-ce qu'on arrive à gérer et à bien faire la différence entre le pro, le scolaire? Je parle même pas du perso. Alors, moi, j'ai du mal personnellement. Pourtant, j'ai quand même une tutrice qui me pousse énormément dans le scolaire et ça, c'est hyper important en fait parce qu'il y en a, ils se rendent pas compte de la difficulté ou du moins, ils s'en rendent plus compte parce qu'ils l'ont peut-être déjà eux-mêmes vécu à un moment donné dans leur vie. Et ils veulent vraiment mettre en avant leur travail. Ils veulent avoir un collaborateur qui est performant au travail et puis tout de suite, ils oublient l'école parce que le travail avant tout. Enfin, des fois, on a des deadlines à respecter, etc. Mais moi, j'ai ma tutrice qui m'aide énormément, qui me pousse à l'école. Elle fait vraiment en sorte que l'école reste une partie quand même primaire dans ce que je fais dans la vie de tous les jours, réviser, etc. Mais moi, j'avoue que de temps en temps, je me laisse un peu trop au niveau du travail et je laisse l'école de côté, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que sinon, on peut vite se perdre et vite abandonner, en fait. Ok. Donc, on reviendra sur les risques de l'alternance alors. Oui. Et toi, Erdem? Moi, j'ai choisi déjà EY parce que je voulais l'expérience d'un grand cabinet. J'en ai beaucoup parlé à mes proches. J'avais le choix, après le DCG, de partir en une alternance un peu plus chill ou un truc vraiment big, etc. Et on m'a surtout dit, valorise quand même le fait que EY, c'est un peu l'école après l'école où c'est très méthodique, c'est très cadré, etc. Et j'ai choisi l'audit aussi parce que, comme Igor, moi, j'ai fait mon stage en expertise, ça m'a moins parlé. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer l'audit pour voir. Et là, ça t'a parlé? Ouais, j'ai adoré. En vrai, j'ai beaucoup aimé l'audit et j'avais beaucoup aussi aimé EY puisque je trouvais que, en tout cas en audit, on était directement mis sur le terrain, directement en contact avec le client, directement on nous donnait un peu de responsabilité, on n'était pas vraiment séparés. J'ai beaucoup apprécié ça en tout cas. Et ça, c'est super que tu le dises parce que j'ai fait un épisode il n'y a pas très longtemps avec plusieurs invités, donc Samy, Pierre et Clément. Et donc, du coup, ce sont 3 anciens de chez EY, 3 anciens d'audit qui ont donc ensuite des parcours différents après. Et donc, quand j'ai communiqué sur TikTok notamment, donc des personnes qui ont été assez cinglantes, vas-y, comment est-ce qu'on peut dire qu'en audit, de toute façon, ils font rien en audit, ils sont pas à la clientèle, de toute façon, on leur fait faire que des petites tâches, etc. Et j'ai dit, mais pas du tout, mais les étudiants, ils font pas du tout ça, en fait, en audit. Non, Donc, du coup, j'aimerais qu'on en profite. Est-ce que tu peux répéter haut et fort ce qu'on fait en audit quand on est dans un big comme EY? Les autres, je n'en sais rien. Mais donc, tu pourras aussi nous dire quand en audit, on fait de l'audit et qu'on est chez le client et qu'on bosse pour de vrai comme des vrais auditeurs, quoi. Enfin, bien sûr, pas comme un commissaire aux comptes, mais comme un collab d'un cabinet. Non, mais complètement. Moi, je sais que la première semaine, on a fait 5 jours de formation. Donc, c'était 5 jours très intensifs. Et ensuite, directement, la semaine d'après, on est parti en déplacement. Donc, je suis parti au fin fond de Paris, dans le sud, chez le client. Et c'était directement, tu montes aller le voir, tu demandes des documents, tu fais ça. Et du coup, je me suis dit, OK, bon, ça va vite, mais faut s'adapter. Et du coup, très vite, j'ai pris en responsabilité. Quelques mois après, c'était pareil, assister à des réunions. Des fois, c'était aussi lead les appels, alors que je me dis, mais je suis alternant et c'est moi qui dois gérer un appel avec 10 personnes. Enfin, c'était un peu lunaire, mais au final, je trouvais qu'on était très vite mis en avant et c'était cool de se dire que on nous fait confiance, alors que des fois, le statut d'alternance, ça peut être un peu dégradant. Enfin, j'ai l'impression que les gens, des fois, le disent de manière assez péjorative, mais au final, je trouvais qu'à EY, on ne nous différenciait pas du tout de junior. Des fois même, on pouvait aller un peu plus loin, junior confirmé, senior, et je
je trouvais que c'était un vrai plus, en tout cas dans mon alternance. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est un plus, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ces remarques sur TikTok où vraiment quelques personnes ont vraiment dénigré. Il y a plein de défauts, hein, c'est clair. Mais vraiment, je me suis dit, mais non, mais moi, mes étudiants, ils bossent pour de vrai, quoi. Ils sont en mission, ils sont en clientèle, ils sont obligés parfois vraiment d'accrocher le client pour obtenir les documents. Non, Ils font des mémos, enfin, je veux dire, j'en entends parler. A priori, ils font beaucoup de mémos. Voilà, ils alignent des heures, hein, du 50 heures semaine pour certains. Enfin, je veux dire, non, ils bossent, quoi. Et on leur fait confiance. Voilà. Oui, non, Ouais. c'est clair. Toi, Ayrton? Bah moi, du coup, j'ai choisi EY parce que c'était l'opportunité qui se présentait à moi. Donc, comme j'ai dit, moi, je m'étais arrêté 2 ans. Ensuite, j'ai repassé l'épreuve. J'ai quitté mon CDI. Et bon, je ne savais pas vraiment comment m'y prendre pour postuler. Donc, j'avais postulé dans énormément de cabinets. Et j'ai pas choisi l'audit parce que pour moi, il y avait que l'expertise, quoi. Je connaissais pas le métier d'auditeur aussi bien qu'aujourd'hui. Et donc, je n'avais postulé qu'à des postes d'expertise. Et du coup, EY m'ont donné l'opportunité de pouvoir du coup travailler au sein de leur service expertise. Et j'ai choisi aussi, parce que du coup, il y a d'autres personnes, donc notamment, il y avait un cabinet à côté de chez moi qui était prêt à me prendre. Je préférais quand même travailler en Big Four, parce que pour moi, c'est quand même un incontournable quand on fait notre cursus. Ils nous apprennent énormément de choses, et c'est juste incroyable, quoi. Ouais. Ouais. Parce que du coup, moi, je me souviens, dans cet épisode que j'avais tourné, j'avais dit, ben ouais, c'est une marque incroyable, enfin, quand même un big, quel que soit le big, hein, que ce soit KPMG dont tu parlais, EY, PwC, Deloitte, enfin bref, OK. Et je dis quand même, ça a une valeur marchande, je pense, valeur de formation et marchande aussi sur un CV. Et donc, du coup, tout le monde avait pas l'air OK. Donc, je me suis dit, bon, alors c'est peut-être moi qui ai un vieux regard de vieille là, sur ces marques-là. Comme Erden l'a dit tout à l'heure, c'est l'école après l'école. C'est-à-dire qu'on arrive... Ce que j'ai trouvé sympa quand même avec EY, c'est que je considérais que j'étais un mauvais profil. Genre, pendant mon recrutement, j'ai eu la chance de pouvoir échanger du coup avec les autres candidats et ils avaient de bonnes expériences et un bon bagage, alors que moi, je venais d'une boîte où j'avais pas fait de compta, je m'étais arrêté pendant 2 ans. Et au final, ils ont regardé au-delà du profil. Enfin, si, justement, ils ont regardé le profil, mais ils ont regardé au-delà des compétences potentielles. Ils se sont dit, OK, lui, il est motivé. Lui, on va pouvoir le former et il va pouvoir être un atout pour nous. Et ça, j'ai trouvé ça déjà cool et je suis rentré très content chez EY. Et honnêtement, c'est une expérience formidable parce que j'ai appris énormément. C'est une école après l'école, quoi. Ouais, franchement. Non, c'est vrai. Mais ce qui est bien aussi, c'est que pour les recrutements, ils te posent pas des... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, ils m'ont pas posé de questions sur la compta, sur l'audit. C'était plus sur mon profil, sur ce que j'avais fait, sur pourquoi est-ce que je voulais aller là. Et j'ai l'impression que c'est plus pour dénicher en fait un potentiel plutôt que de savoir si on était déjà compétent avant d'arriver, en fait. C'est ça qui est bien. Et vous, pour vos recrutements, c'est pareil? Est-ce que, du coup, vous avez eu droit aux questions techniques, en gros, débit-crédit ou des choses comme ça, voilà? Ou est-ce qu'au contraire, on a été plus sur votre personnalité, vos profils, vos envies, je sais pas? Alors, moi, on va dire que c'était plus grâce à des connaissances que j'ai pu accéder à ce cabinet. Donc, il y a vraiment eu un contact avec ma tutrice actuellement, très rapide. C'est un tout petit cabinet. J'ai été la voir juste pour dire qu'on avait échangé, qu'elle avait pu voir un peu ma personnalité, en fait. Je pense qu'elle s'est plus basée quand même sur ma personnalité, mais en soi, c'était plus grâce à mes connaissances. D'accord. Et toi, Igor? Moi, comme c'était mon parrain de Miketesi, en réalité, l'entretien, c'était un peu une discussion comme ça, non formelle. Mais il avait déjà en tête toutes mes notes que j'avais à l'école, tous mes résultats à l'examen, etc. Et il avait tout ça. Donc, il avait mon CV, il avait tout. Mes lettres de motivation que j'avais envoyées pour Miketesi. Donc, en réalité, il avait déjà plein d'infos sur moi. Mais oui, l'entretien, c'était un peu informel et c'était vraiment juste sur la motivation, qu'est-ce que j'aimerais faire, etc. Ouais. Est-ce que tu avais, parce que tout à l'heure, tu parlais de KPMG, est-ce que tu as quand même fait un entretien KPMG ou pas du tout? Tu t'es dit non, enfin, j'y vais même pas? Non, mais j'ai eu des retours d'expérience de mes camarades parce qu'il y en a pas mal de notre classe de DCG qui sont allés chez KPMG. J'ai eu des retours d'expérience. Je connaissais des gens qui travaillaient chez KPMG, etc. Puis chez EY. Mais voilà, je ne me suis pas plus... Mais ça t'a suffi. Tu t'es dit, c'est même pas la peine, c'est même pas de ça dont j'ai envie. Oui. Okay. Donc, je savais que c'est pas mon ambition, c'est pas mon envie d'aller là-bas. Donc oui, ça aurait été une perte de temps d'aller faire des entretiens en plus, alors que je savais où je vais et qu'est-ce que je fais. Ok. Pour vous deux, là, qui êtes en big, donc vous dites c'est l'école après l'école. Et
vous n'avez pas dit ça, c'est l'école après l'école. Donc, du coup, pourquoi c'est l'école après l'école? Qu'est-ce qui fait que c'est l'école après l'école? Qu'est-ce qu'il y a de plus ou de fort dans ces grosses structures? Est-ce que tu peux expliquer pour toi ce qui fait que c'est encore une école? Bah écoutez, moi quand je suis arrivé chez EY, je considérais que j'avais un niveau très mauvais, que ce soit au niveau technique ou au niveau compétences. Et on tombe du coup avec des équipes qui sont prêtes à nous former, à nous expliquer comment fonctionnent les dossiers, à prendre le temps. Et c'est en ça que je considère que c'est l'école après l'école, quoi. On n'est pas balancé à l'abandon et débrouillez-vous, quoi. Non, pas du tout. Ok. Et toi, Erdem? Bah, je rejoins son avis. Après, il faut nuancer un tout petit peu dans le sens où c'est l'école, mais aussi dans le premier sens du terme, c'est que après chaque mission, on est quand même noté. On a des feedbacks à chaque fin. Du coup, on est aussi évalué sur ça. On a un conseil un peu comme un conseil de classe 2 fois par an ou 1 fois par an, je sais plus exactement. Et ça définit notre niveau et ça permet aussi de savoir si on va avoir une prime ou pas, si on va passer de grade. Donc, c'est très formateur parce qu'il y a une méthodologie, il y a vraiment un memento de tellement de pages pour savoir ce qu'on doit faire. Mais c'est aussi très cadré et c'est assez, comment dire, c'est assez chronophage en fait dans le sens où les passages sont très millimétrés en fait et tout est structuré en fait. Ouais. C'est pareil en expertise? Ah oui, c'est tout pareil. On a des comités aussi. On demande Ouais. des feedbacks à nos seniors et au comité, ils débattent sur nos compétences, quoi. Ok. Et donc, est-ce que vous, dans vos structures, donc de plus petite taille, est-ce qu'il y a aussi ce système d'évaluation? C'est vrai qu'il est très présent chez EY. Enfin, je pense que c'est dans tous les bigs, hein, avec cette fameuse pyramide, cette hiérarchie, ces progressions régulières, mais bon, qui donc suppose qu'on est évalué tout le temps et qui crée un sacré stress quand même. Oui, je pense. Tout à fait. Ouais, Hein, quand on est même. d'accord, Ouais. c'est ultra stressant. Mm. Moi, je vois, j'ai mes étudiants, enfin, j'ai ma classe. En ce moment, il y a un pic de stress, on le sent bien, hein, vraiment, avec des retours d'éval qui peuvent parfois être bien piquants. Est-ce qu'on vit ça? Par exemple, toi, tu es en audit, donc est-ce qu'il y a un système d'éval ou pas? Non, pas du tout. Il n'y a pas de système d'éval. On a des feedbacks, par contre, après chaque mission, quand les seniors, les directeurs revoient les travaux, ils nous font un feedback en nous disant ce qui va très bien, ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer. Et en plus, à la fin de la période fiscale, on se retrouve en face à face avec les directeurs avec qui on a le plus travaillé. Ils nous donnent leur feedback de comment ça s'est passé, voilà, quels sont les objectifs pour l'année prochaine, quels sont les objectifs qu'on a accomplis. On fixe aussi des objectifs en janvier pour la saison. Les objectifs pour un alternant, c'est bien évidemment d'apprendre le plus de cycles possible, d'être autonome, etc. Mais on n'a pas de point comme ça où on nous dit oui, par rapport aux autres, tu te situes comme ça, voilà ta note, ou je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Et effectivement, on n'a pas du tout ça. Ok. Est-ce que toi, tu es soumise à une évaluation, à un feedback dans ton cabinet? Non, on n'a pas forcément d'évaluation. On a la hiérarchie, assistante, collab et l'expert comptable. Et en fait, les tâches, elles vont monter en grade. C'est-à-dire que moi, je vais faire une première tâche qui va être vérifiée. Le collab, il va faire la tâche supérieure qui va être vérifiée également par l'expert comptable et ainsi de suite. Ok. C'est simple, en fait. Et ça, je pense que Pas c'est trop hyper lourd. important quand même à dire, parce que quand on va rentrer en big, l'éval, elle est permanente et elle va commencer très très tôt. Et que du coup, elle crée quand même une sacrée pression psychologique. Et je pense qu'il faut mieux le savoir avant que d'arriver et de subir cette pression et d'en souffrir. Je pense que certains, en toute transparence, en souffrent en fait. Et la pression, ils la supportent mal et vraiment, ça les met en stress, et voire même plus que du stress, je pense. Donc, je pense que ça peut être aussi un facteur de choix. Est-ce que j'ai envie donc de l'école après l'école, d'avoir une marque sur mon CV qui est quand même qui est très forte, mais la contrepartie, comme tu le disais, c'est l'évaluation. Et donc, qui crée une pression psychologique qui est continue, en fait. Qui est continue. OK. Et vous, plus chill de ce côté-là, Oui. plus rassurant, plus, comment dire... Mais on apprend quand même plein de choses. Hein. J'ai pas dit qu'on n'apprenait pas. Là, c'était juste pour le côté... Je voulais comprendre pourquoi c'est quand même comme une espèce d'école, encore une fois. Alors que vous n'avez pas dit que c'était l'école. Alors du coup, vas-y, qu'est-ce qu'on apprend en audit dans ton cabinet? Je pense qu'on apprend tout. En tout cas, dans mon cabinet, les auditeurs en alternance sont des auditeurs à part entière dans l'équipe. Moi, à mon niveau, donc après 1 an et demi d'audit, là, j'effectue l'audit de tous les cycles. Voilà, que ce soit les impôts, les clients, etc. J'ai l'opportunité de le faire. Lorsque c'est des petits dossiers type NEP 911, 912, il m'arrive d'être tout seul dessus, à faire l'entièreté du dossier, bien sûr revu par un directeur après, qui me fait un feedback. Mais beaucoup de liberté lorsque je vois des anomalies
Je vais voir le client directement, l'expert comptable, on en discute, etc. Et puis à la fin, je remonte l'info au directeur qui tranche la décision. Donc je pense qu'on est très autonome, en tout cas chez Bewiz. On apprend plein de choses et on fait tous les cycles. Pour le coup, je ne sais pas si c'est le cas dans les bigs. Est-ce que c'est le cas dans les bigs? Ça dépend en fait Dans le big, en fait, vu qu'on est séparé par secteur, un peu luxe, je sais plus ce que c'était, énergie, etc. Ouais, industrie. Donc en fait, je sais que les plus gros secteurs comme le luxe, on est très souvent limité à un cycle que tu fais par exemple pendant 3 mois. Donc par exemple, tu vas faire la banque pendant 3 mois et c'est un peu redondant, enfin c'est un peu chiant. Mais moi, j'étais dans le middle market, donc c'était toutes les PME et au final, je touchais à plein de choses différentes. Donc moi, perso, j'ai pas vécu ça, mais je sais que ça peut arriver que du coup, une personne soit limitée à très peu d'audits et qu'au final, tu sors d'ici et tu te dises, mais je sais rien faire. Je sais que Après, c'est peut-être aussi une différence de client. Parce que chez EY, ben forcément, c'est de la grosse boîte, énorme, multinationale, machin. Et peut-être que chez toi, c'est forcément déjà des entreprises qui sont d'une certaine taille, puisqu'elles ont certainement franchi les seuils. Mais du coup, c'est peut-être pas du L'Oréal, du Hermès et je sais pas quoi, ou d'autres, ou du Thales, j'en sais rien. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette opportunité, parce que je pense que c'est une opportunité que de pouvoir avoir plusieurs cycles au cours de ta formation. Ça veut dire que tu es très opérationnel, en fait, très vite. Effectivement. Ok. Est-ce que je sais qu'on n'a pas le droit de trop raconter, de trop parler de ses clients, mais est-ce que du coup, en termes de type de structure auprès desquelles tu travailles, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la genre de taille, effectif salarié, je sais pas, pour qu'on se rende compte à quoi ça peut correspondre, même si on ne cite pas de nom? C'est très, très varié. On peut avoir des sociétés, quand on va auditer des holdings qui n'ont presque pas de salariés, presque pas de chiffre d'affaires, etc. Mais on peut aussi avoir des sociétés qui ont plusieurs centaines de salariés, des dizaines de millions de chiffre d'affaires, etc. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais oui, ça peut être des très, très, très grosses boîtes, voilà, qui sont pas forcément cotées, mais qui sont quand même qui sont quand même importantes. Qui sont quand même très importantes. Oui. Ok, donc du coup pour un étudiant, on peut dire que c'est enrichissant? Effectivement, oui, très très enrichissant. Je pense que ça permet de vraiment découvrir le métier, parce qu'en fait on est plongé dedans, et on est réellement. On fait ce qu'on aurait fait si on était en CDI. Donc quand tu sors de ton alternance, quand tu obtiens ton DSCG, tu sais déjà ce que tu vas faire. Et je pense qu'en réalité, tes missions ne vont même pas changer à la sortie. Ok. Est-ce que, Ayrton, toi, tu as ce même sentiment d'immersion complète donc dans ton taf, en fait? C'est une bonne question. Merci. Non, merci, Ayrton. Merci. J'ai posé une bonne question, c'est déjà pas mal. Non, pas forcément. Enfin, en fait, moi, je travaille sur plusieurs entités et sur ces entités-là, je fais plus ou moins à chaque fois la même chose. Donc moi, je suis beaucoup sur, par exemple, les acomptes d'IS, les TVA, la CVAE. J'ai un job qui change parce que je fais les reporting dessus. Mais sinon, c'est plus ou moins pareil. Donc immersion, c'est plutôt automatique. Okay. C'est-à-dire que c'est le même prisme à chaque fois par lequel j'appréhende les sociétés. Donc non, je ne suis pas immergé énormément dedans. Et donc du coup, c'est très différent, mais ce qu'on comprend, hein, parce que forcément, gros client aussi. Oui. Et donc forcément, c'est même pas le même boulot, quoi. Mais est-ce que du coup, ça peut être une sorte de regret ou une idée de se dire, bon, une fois l'expérience EY faite, soit je reste chez EY et je vais sur une autre partie, un autre secteur, ou est-ce que carrément j'ai envie d'aller voir autre chose, un autre cabinet, pour justement avoir un peu la vie, par exemple, d'Igor. J'ai envie d'avoir la vie d'Igor. Non, je regrette pas. Après, il est vrai que j'aimerais quand même essayer d'autres choses. J'aimerais bien essayer d'audit, j'ai jamais fait d'audit. Après, changer de structure, j'aimerais bien aussi essayer des plus petits cabinets pour voir la dimension expertise, mais à l'échelle d'un plus petit cabinet. Parce que c'est vrai que je suis sur de grosses entités et je me demande ce qui se passe dans les petits cabinets. Moi, je trouve que j'ai pas de contact avec le client en expertise chez EY. C'est-à-dire que, du coup, comme j'ai dit, je fais des travaux TVA à compte d'IS. Les seuls contacts que j'ai avec les clients, mis à part un job où je fais des reporting et où, du coup, une fois tous les 3 mois, on va chez le client, mais bon, je parle pas avec lui ni rien, j'ai pas de contact à part des mails envoyés à droite et à gauche pour demander à ce qu'il valide les travaux que j'ai faits, s'il me donne l'accord auquel je te les déclare, etc. Et moi, j'aimerais bien voir justement cette dimension où je suis un espèce de conseiller vis-à-vis des clients, que je ne retrouve pas du coup en expertise chez EY. Mais après,
je suis sur certains jobs. Peut-être qu'il y a autres jobs en expertise chez EY où ils ont cette proximité. En tout cas, sur mes jobs, j'ai pas ce contact-là. Et c'est du coup ça que je rechercherais si je change de cabinet, du coup. Ok. Et toi, alors, est-ce que, par exemple, ce contact client, tu l'as? Est-ce que toi, déjà, à ton niveau, tu l'as? Dans un petit cabinet, donc c'est pareil, on va avoir le contact au niveau plus du mail avec les demandes de pièces pour toutes les deadlines à respecter, TVA, compte d'IS, pour les bilans surtout en ce moment du coup. Après, je pense que étant dans un petit cabinet, la dimension conseil, on va l'avoir, mais plus au niveau des collaborateurs expérimentés et des experts comptables. Moi, je ne l'ai pas forcément, ce niveau conseil. Je peux l'avoir de temps en temps. On va dire, je l'ai eu vraiment très peu de fois, mais j'ai toujours été accompagnée pour pouvoir bien expliquer forcément au client ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'on lui conseille. Mais je ne l'ai pas énormément. Mais après, moi, perso, ce n'est pas un truc non plus que je recherche. Pour le moment, ce que je fais me plaît et pour le moment, je décide de continuer comme ça. Dans mon petit cabinet, c'est assez familial. Les clients sont... ça dépend, hein, mais les clients sont quand même sympas. Ils répondent assez rapidement, assez facilement. Donc, moi, c'est bon. Un truc qui me convient. Ok. Eh bien, en tout cas, vous êtes 4, a priori, satisfaits de vos expériences respectives et pas de regrets. Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est bien. En tout cas, moi, ça me convient plutôt. Est-ce que vous trouvez que vos alternances vous aident dans le DSCG? Est-ce que, sur des invités que j'ai eus, ils expliquent qu'en fait, que le DSCG leur est apparu plus facile grâce au rythme de leur alternance. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez, que vous vivez, que vous ressentez ou pas? Qui veut commencer? Igor, Laure? Non, on hésite? On passe à... Je peux commencer si vous Allez, voulez. c'est parti, Ayrton. Donc moi, je suis en rythme, j'ai 3 jours d'entreprise en début de semaine, et ensuite, le jeudi, vendredi, je suis à l'école. Quand j'ai commencé cette alternance, du coup, on m'a dit que, je sais plus quel prof me l'avait dit à l'ENES, mais que c'était un rythme très compliqué, et que c'était, en gros, les gens qui étaient dans ces classes-là, avec ce rythme-là, réussissaient moins au DSCG. Quand je suis arrivé à EY, j'appréhendais quand même pas mal la quantité d'heures que je pouvais faire. C'est-à-dire que je savais que j'allais rentrer dans un Big Four, que ça allait être du sérieux, et j'étais totalement OK avec le fait de faire des grosses horaires. Mais quand même, je me disais, ça va être compliqué parce que j'ai un rythme qui est dur, on me le dit. Si je fais des grosses horaires, je vais être fatigué, et avec les cours, c'est dur, quoi. Et puis, faut reconnaître quand même qu'on est de jeunes adultes et on n'a plus la même façon de travailler qu'avant. Moi, les cours, c'est sympa, mais c'est fatigant, quoi. Et au final... Le mot vraiment, c'était fatigant, là, que tu voulais dire? C'est autre chose que tu voulais dire. On va rester sur fatigant. Ok, fatigant, parce qu'on est, Non, on est sympa. non, mais avec les j'aime bien être en cours quand même. Mais c'est juste que je considère qu'à 26 ans, c'est un peu relou. On a envie quand même de passer vers la vie active, quoi. Et au final, moi, je regrette pas mon rythme. J'aime bien mon rythme. Et tout se fait sur la discipline. Et chez EY, je pensais du coup que j'allais faire des gros horaires. Au final, c'est pas le cas. Enfin, ça a été le cas au début. Et ensuite, ils ont commencé à nous mettre dehors à 17h. À nous expliquer qu'on avait le DSCG ou le Master CCA à passer. Et que du coup, il fallait se concentrer dessus avant le travail, finalement. Et les seniors prendraient le relais s'il y avait des trucs en retard ou quoi que ce soit. Et au final, c'est la discipline qui fait tout. Donc, faut se motiver tous les soirs, régulièrement, 1 heure, au moins lire ses cours et le week-end, travailler. Alors, c'est super que tu l'abordes de toi-même. On ne pourra pas dire que c'est la prof que je suis qui dit hey, « vas-y, il faut être sérieux et tout ». Est-ce que tu peux raconter ce que c'est que la discipline d'un étudiant de DSCG qui veut réussir et qui est en alternance? Ouais. Bon, alors, je vais répondre en prenant le problème à l'envers. La discipline, plutôt le comportement à ne pas avoir quand on est en DSCG ou même en DCG, c'est de se dire qu'on attend limite la deadline de l'examen pour se mettre à réviser. Donc moi, j'en connais quelques-uns qui l'année dernière, parce que je suis en 2e année du coup, ont attendu l'été pour pouvoir réviser. Ça, c'est quelque chose que je préconise pas du tout. Honnêtement, c'est pas des matières qui sont compliquées. Enfin, bien entendu, c'est finance, management, contrôle de gestion. Enfin, c'est des thèmes qui sont assez compliqués. Mais quand on se penche dessus, c'est pas difficile à réviser, d'accord? Mais le tout, c'est de travailler régulièrement. Donc la discipline à adopter, c'est personnellement pour moi,
au moins dans la semaine, 3 fois par semaine, essayer de réviser, c'est-à-dire relire ou alors faire des fiches ou alors essayer de faire des exercices. Les exercices, pour moi, c'est le plus important, d'accord, parce que c'est vraiment par les exercices qu'on va apprendre à travailler et à répondre aux problématiques des différents thèmes qu'on va aborder au cours de notre DSCG, pardon. Et le week-end, du coup, au moins un jour où on s'y met à fond, quoi. On travaille toute la journée. Enfin, par exemple, moi, je me mets des horaires de bureau. Hein. Je me dis, OK, je commence à 9h, je finis à 17h et je bosse une matière. Ou alors, le matin, je fais, par exemple, de la finance et le soir, je fais du management. Mais ouais, tous les jours, en fait. Ok, Tous les jours. très clair. Bon. Igor, toi? Concernant la discipline, Bon, ouais, c'est bien, j'aime bien la discipline, moi. Franchement, la prof que je suis adore. moi j'ai une méthode de travail assez différente. Très bien. J'aime travailler dans le rush. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi l'audit. Et en fait, moi, j'aime bien avoir, par exemple, plusieurs semaines où je suis focus et je travaille que sur ça, plutôt que de réviser au fur et à mesure, etc. J'aime pas du tout ça, ça me convient pas du tout personnellement. Donc, ce qui veut Et, dire que là, toi, en ce moment, tu révises rien du tout. Ouais. Tu regardes aucun cours. Ouais. Pendant 3 mois. Ouais. Ok. Et j'ai fait ça toute ma vie. Et j'ai tout le temps réussi. Pour l'instant, ça marche. Et même la première année de DSCG, ça a fonctionné. Donc voilà. Ok. Donc, et tu commences à bosser scolairement, je veux dire, à partir de quand? Sachant que les épreuves donc, sont en octobre. Toi, tu commences à bosser tes écrits quand? Je pense que je vais suivre la méthode d'Erdem et commencer en juin-juillet, Ok. vu qu'il a réussi. Toi aussi, tu as forcément un réussi bon l'année exemple. dernière. Oui, effectivement, Bah alors, voilà. L'année dernière, tu avais commencé à réviser quand? en septembre. Oh la vache, pardon. Ah, bref, je n'ai rien entendu. On passe. Laure, et toi, comment tu arrives à gérer, puisqu'on est parti sur les révisions et la préparation, est-ce que tu as de la discipline genre Ayrton ou est-ce que tu es dans le rush genre Igor? Alors non, moi j'aimerais bien avoir la discipline Ayrton parce que pour moi c'est quand même quelque chose qui paraît plus, on va dire, logique déjà. Et puis on n'absorbe pas ensuite tout un contenu de plusieurs cours en fait en 1 ou 2 mois. Enfin vraiment juste avant l'examen, c'est hyper compliqué je pense. Donc il faudrait que j'adapte moi à ce niveau-là. Parce que moi, voilà, donc ça fait 3 mois, j'ai pas cours et en fait, j'ai pas repris mes cours depuis. Donc là, je suis carrément perdue. Hein. Alors, du coup, moi, je suis pas choquée parce que, en fait, je sais que quand on est en alternance, enfin, en tout cas, mon expérience de prof qui a eu beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiants, c'est de se dire, je vois bien qu'en fait, être en alternance, quand on est sur une mission, avoir l'énergie pour reprendre des cours le soir, réviser, s'y mettre le week-end, je sais que c'est compliqué. Ça me paraît logique. Et il faut une super discipline. C'est vraiment une super discipline. Et moi, sur ce, je conseille quand même d'arriver à lire ces cours 45 minutes. Moi, je me dis que l'idéal, ce serait tous les soirs 45 minutes. Voilà, ne serait-ce que de lire, histoire de garder imprégné chaque UE et de garder des automatismes. Mais je sais, c'est comme faire du sport tous les jours. Hein. Bien sûr que c'est vachement bien. Bon, sauf qu'on est très peu à le faire, quoi. Oui, mais je pense que dans la semaine où on a 2 jours de cours et Oui. 3 jours d'entreprise, ça paraît plus simple parce que quand on rentre des cours, bah là, on est motivé, on reste dans le côté délire scolaire et donc on arrive plus facilement à reprendre ses cours. Mais là, 3 mois en entreprise, les cahiers, ils sont dans les placards, ils sortent pas de la semaine. C'est hyper compliqué de les reprendre, sachant qu'on a eu la journée de travail. On a bossé, on va dire, comme des acharnés parce que c'est la période de bilan. Donc, faut que ça sorte. Quand on rentre, en fait, on est complètement fatigué. Ouais, et on lessivé. n'a pas envie de reprendre les cours pour continuer notre journée alors qu'on a envie de se poser, en fait. Ouais. Et toi, Erdem? Bah, nous, en audit à EY, le rythme d'alternance, c'était un peu différent. C'était 4 jours en entreprise et 1 jour off, 1 jour de repos. Et enfin, ils considéraient ça comme un jour de révision, un jour de travail, mais personne ne travaillait. Donc, c'est vraiment un jour de repos. Et c'était donc vraiment de novembre à mai. Novembre à mai, je crois environ avril. C'était donc en entreprise. Et ensuite, de avril, juin, c'est 3 mois de cours et un peu en septembre. Donc, c'est très intensif. Ouais. Et je sais que moi, en tout cas, après avoir fini la PIC et être venu du coup en cours, je sais que j'étais très fatigué et j'avais pas la motivation de commencer directement en avril. Et surtout qu'on avait beaucoup de cours de manière très concentrée.
Du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce qui est possible de faire dans la mesure du possible pour moi, enfin, connaissant mes capacités et mon rythme que j'ai habituellement en révision. Du coup, j'ai commencé à réviser en juin. En fait, je me suis dit, avant de partir en vacances, je me suis donné une semaine en août de vacances. Je me suis dit, avant de partir, j'aimerais bien boucler la moitié du programme, mais de toutes les matières. Donc, c'est ce que j'ai fait. On va peut-être rappeler aussi ce que c'est pour toi, ce qu'il faut réviser, parce que tu as quand même passé 5 UE sur 7. Oui, c'est vrai. Hein, on va juste rappeler ça. Donc, ce qui est énorme. Oui, Vraiment, ce qui est énorme. Tu as J'ai révisé droit, compta, management, contrôle de gestion, management système d'information. Et bon, l'anglais, du coup, j'ai pas révisé parce que c'était un oral, donc j'ai pas. Mais du coup, j'ai révisé la moitié de tous les programmes avant de partir du coup, début août. Et ensuite, en revenant vers le 15 août, j'ai révisé. Donc, du coup, du 15 août jusque le début des épreuves, j'ai fait que réviser. Tous les jours, du coup, de 9h à 18h, 19h. Ouais. C'était le matin, de 9h à midi, 13h, c'était révision, donc apprendre. Et l'après-midi, c'était faire des exos. Et j'ai fait ça jusqu'à passer les épreuves. Ok, donc toi, tu es du genre à bachoter à fond. Ouais. 200%, donc pendant, on va dire, donc tu as dit de mai à peu près. Ouais, environ. On va dire qu'avril, c'était le moment où tu as repris tes marques à l'école, de mai jusqu'aux épreuves, en dehors d'une semaine de vacances. Ouais, c'est ça. Ouais, donc tu t'es donné quand même. Ouais. Grave. Non, ouais. Je comprends. Mais ça a marché. 5 Ça a lieux marché. validés, et c'est pour ça que tu as rompu ton alternance Ouais. et que tu commences ton stage de DEC. Exactement. Bravo. Merci. Franchement, bravo. Très cool. Est-ce que aucun d'entre vous n'a été en entreprise? Est-ce que c'est un truc auquel vous avez pensé déjà pour l'interrogation? Est-ce que c'est un truc auquel vous pensez maintenant ou pas du tout? Laure, tu veux commencer? Oui, je veux bien commencer. Moi, j'y ai pensé, mais le cabinet, c'est quand même plus... comment dire? Ça permet d'apprendre plus de choses. Au niveau professionnel, on acquiert beaucoup plus de compétences et de connaissances à ce niveau-là. Du coup, c'est pour ça que moi, je suis partie quand même dans un cabinet. Après, je suis restée dans un petit cabinet pour... personnellement, c'est ce qui me convenait vraiment le mieux. Mais je sais que plus tard, ou du moins, je pense que plus tard, je finirai, on va dire, dans une entreprise parce que moi, je sais que je vais mettre ma vie professionnelle... pas de côté, mais j'avantagerai ma vie perso à ma vie professionnelle. Et le fait d'avoir su gérer plusieurs entreprises avec le cabinet, je me dis que je saurais gérer une entreprise et prendre le temps pour moi. Ok. Toi, Igor? Comme j'ai dit, je vise le DEC. Donc, une fois que j'obtiendrai le DEC, je vais soit m'associer, soit créer un cabinet, soit continuer à travailler dans un cabinet. Je pense que... Ouais, donc toi, l'entreprise, c'est pas une option. Ça peut l'être, mais c'est pas une option là aujourd'hui. Ok. Voilà. Toi, Ayrton? Moi, je laisse le destin décider. Honnêtement, Je suis planète. Non, bah là, je pense que je vais rester en cabinet. Et je vais passer le DEC, bien entendu. Et j'aimerais bien me mettre à mon compte. Mais je pense que d'abord, il faut quand même une sacrée base de compétences avant de pouvoir envisager de créer son cabinet. Peut-être que si une opportunité se présente et que je me retrouve en entreprise, j'accepte, ouais. Il n'y a pas de souci. Enfin, j'ai pas de réticence à aller en entreprise. Et toi, Erdem? Moi, je l'envisage peut-être pour ma 3e année de stage DEC. Vu que j'ai vu que c'était possible de faire une année en entreprise, je me suis dit pourquoi pas, pour voir un peu ce que c'est aussi. Parce que je pense qu'il faut quand même expérimenter plein de choses avant de vraiment s'installer quelque part. Du coup, soit ça, soit alors, je sais pas, peut-être rester en cabinet. Enfin, tant que je suis dans un environnement qui me plaît et qui me stimule, je pense que ça me dérange pas de rester. Donc là, vous êtes 3 sur 4 à dire que vous allez continuer après le DSCG et que vous allez vous inscrire. Enfin, donc toi, c'est fait. Oui. Toi, du coup, voilà. Toi, c'est fait, inscrit, stage DEC. Mais donc, vous deux aussi. Oui. Ok. Et toi, c'est quelque chose dont tu avais envie et que tu donc as écarté. Oui, j'ai écarté parce que c'est pas quelque chose, du moins, c'est plus quelque chose qui m'intéresse, ouvrir mon cabinet ou m'associer, en fait. C'est plus dans ma façon de voir La vie. La vie, oui. Ok. Est-ce que là, si, avec le recul, avec nos échanges, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit « Non, j'aurais pas dû faire ça ». Maintenant qu'on a un petit peu libéré les paroles, est-ce que vous dites « Ah, il y a peut-être un moment, peut-être que j'aurais dû faire autrement, faire autre chose ou différemment ». Moi, j'avoue que... En t'entendant parler, je me suis dit, putain, l'audit, ça a l'air pas mal quand même. Donc, Là, c'est cool l'audit. Ouais, j'aimerais bien essayer l'audit, là, du coup. Je vends bien. Tu reviens. Ouais. Ok.
Toi? Moi, non, je pense pas. J'ai beaucoup hésité, mais pendant toutes mes études, je pense. Mais le fait d'avoir du coup validé et de commencer le stage DEC, je me rends compte que mes études se concrétisent vraiment enfin. Et du coup, là, je pense pas avoir de regrets sur mon parcours ou même si vous. Pardon. Toi, clairement, j'ai bien compris que tu n'avais aucun regret. Ouais. Clairement. Ouais. Et c'est très cool. Ça fait vraiment plaisir aussi de voir parce que les gens qui sont vraiment très négatifs, tu vois, je trouve, hein, sur le parcours, sur le DSCG, en disant ouais, mais non, c'est foutu, il n'y a pas d'intérêt. Et vous démontrez quand même que vraiment ce diplôme vous plaît, que la formation vous plaît, que votre expérience pro vous plaît. Donc on s'épanouit en fait en DSCG et que vous avez quand même hésité. Et en fait, vos choix en fait, n'ont pas été de mauvais choix à aucun moment, en fait. Et donc, c'est quand même je trouve, très, très positif et très rassurant. Si on devait, et on imagine qu'il y a un étudiant de DCG qui nous écoute et qui se pose plein de questions, qui est dans le doute, quel est votre meilleur conseil? Ayrton? Tiens le coup. Laure? Là, j'ai pas de conseils qui me viennent. Ok. Non, moi je dis juste il faut avancer, il faut continuer, il faut aller voir. Il faut voir plus grand, plus loin. Faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur. Ok. Igor? Je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions sur est-ce que je choisis Master CCA, DSCG, école de commerce. Tout mène en fait au même endroit. Et ce qui fait la différence, en réalité, c'est pas le diplôme, mais c'est ton attitude dans le travail, ton expérience pro, ta progression, et c'est pas du tout le diplôme. Ça peut faire la différence au début sur quelques milliers d'euros bruts à l'embauche, mais au final, tout va se lisser au bout de quelques années. Et, si tu travailles bien, tu vas réussir. Ouais. C'était beau. Hein. Moi, C'était je pense beau. que... C'était beau. Moi, je pense que il n'y a pas de mauvais choix. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que faut pas regretter d'avoir fait une filière et pas l'autre, parce que je pense qu'à la fin, c'est plus comment est-ce qu'on se projette, où on se projette, et il faut valoriser son expérience plutôt qu'un diplôme. Ok. L'expérience avant tout, voilà, sans oublier bien sûr le fait qu'on veut être diplômé, Oui. voilà, pour pouvoir continuer et puis avancer vers le DEC, en tout cas pour vous trois, et toi vers a priori l'entreprise et une autre carrière en fait. Oui. A priori, ça semble c'est comme ça. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier tips, un truc que vous voulez absolument mettre sur la table avant qu'on se quitte? Non? Moi, je peux te dire que les bigs, c'est moins pire que ce qu'on pense, dans le sens où ça peut être très intense, mais ça dépend vraiment des personnes avec qui on travaille, ça dépend vraiment des missions, c'est très, très aléatoire, en fait. Donc, c'est pas tout noir, c'est pas non plus tout rose, mais ça dépend vraiment de l'expérience de chacun. Voilà. Et c'est un truc qu'on n'a pas dit d'ailleurs, parce que quand on est dans un cabinet de plus petite taille, en fait, on travaille tout le temps avec les mêmes personnes. Alors que l'avantage du big, c'est qu'il y a de la variété. Oui, C'est qu'on c'est peut vrai. vraiment rencontrer beaucoup de personnes très différentes. Et donc, c'est aussi, ça peut changer. C'est-à-dire qu'on peut avoir à un moment donné une mauvaise rencontre, une mauvaise expérience, et puis on peut se retrouver avec des personnes absolument incroyables, géniales, etc. Et donc, et c'est jamais la même chose. Oui. Voilà. Donc, c'est aussi différent peut-être dans le choix, peut-être qu'on n'a pas dit. Et ça, c'est vrai que c'est très différent entre le petit cab et donc le big, où forcément, il y a tellement de monde qu'il y a peu de chances, effectivement, qu'on rencontre tout le temps les mêmes personnes. Oui. OK. Merci beaucoup pour votre partage, donc pour ce choix, pour vos témoignages, pour votre motivation, votre enthousiasme et le fait que vous ne regrettiez pas, ça me fait vraiment plaisir en tout cas, vos choix de formation, d'établissement et d'entreprise dans lesquelles vous avez travaillé. Bravo à vous quatre pour votre parcours et je vous souhaite le plus grand des succès. Merci Merci. beaucoup. Merci énormément. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!